Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast de Biblio. Dans cet épisode, on va parler de l'Internet of Things, un grand sujet avec de nombreuses technologies parlées par des économistes. C'est à toi, quoi. Je sais, tu m'as touché la main, mais il n'y a pas de souci, ça fait pas mal. Comment tu vas, Robin? Moi, ça va très bien. Toi aussi, quand même. J'espère que tu vas bien. Écoute, on peut que être content quand on revient de vacances et qu'il fait beau. Ah, c'est ça. Il faut que ça fait bon, sinon on repart en vacances, non? Ouais, ça fait du bien d'avoir un peu d'été ici en Suisse. Et en plus, aujourd'hui, on parle d'un sujet autour de la technologie. Et tu sais, comme je suis un féru de technologie, j'adore ça. En particulier l'intelligence artificielle. Ouais. Mais aujourd'hui, on va parler d'autre chose. On va parler de l'IoT. Et puis un petit peu d'intelligence artificielle. Ah, ça revient quand même avec ces sujets. Bien sûr. Alors, finalement, on va parler de quoi, de tech et des opportunités futures, du monde de demain un petit peu. Ouais, c'est vraiment la génération 4.0. Si on peut dire ça. Alors, j'adore ces termes un peu à la mode. c'est les buzzwords, ça. Il y en aura plein pendant le podcast. Alors, dis-moi, Robin, c'est quoi l'IoT? Donc, IoT, je pense que vous avez peut-être déjà entendu, c'est le Internet of Things, si on peut dire ça comme ça. Donc, pour vous dire brièvement, ces dernières années, le IoT est devenu l'un des technologies les plus importantes du XXe siècle. Donc, c'est vraiment un truc puissant. On peut voir après avec quelques exemples. En fait, c'est la possibilité de connecter des smartphones ou n'importe quel device, donc avec des objets, par exemple des cuisines, des voitures, des thermostats, n'importe quelque chose qui est connecté à la Wi-Fi ou aussi du Bluetooth, hein, c'est juste Wi-Fi, Bluetooth. Ou des connexions comme ça, quoi. Et puis, Internet of Things, ça veut dire vraiment c'est ces choses qui communiquent entre eux. Donc, c'est beaucoup des données aussi. On va parler peut-être un peu des données après. Mais ouais, en gros, c'est ça, en fait. Si peut-être je vous donner un exemple pour mieux comprendre. Donne-nous un exemple. Ouais, c'est par exemple dans l'industrie des voitures. Ça vient aussi de plus en plus. Donc, par exemple, imaginez, vous êtes dans la voiture, chez vous, vous conduisez sur l'autoroute. Et puis tout à coup, il y a votre voiture qui vous signifie qu'il y a une bouchon qui arrive dans 5 km. Ou peut-être il y a Con qui est sur la route. Ah ouais? Ouais, par exemple. Tu vas me dépasser dans 2 minutes. Mais comment ton voiture, ils savent ça en fait déjà? Qu'il y a une bouchon ou je sais pas quoi, une chien qui est sur la route ou n'importe quelque chose. C'est en fait que des voitures, ils commencent à communiquer entre eux deux. Donc ça veut dire peut-être toi, tu es déjà passé vers Sierre, sur l'autoroute, peut-être 5 km devant moi, ton voiture, il voit, il y a un objet sur la route où il y a du bouchon, et puis il va communiquer avec des autres voitures derrière. Il dit, attention, il y a un objet où il y a du bouchon. Donc c'est ça un exemple, comment ça peut être dans le futur, comment les voitures communiquent entre eux. Un truc tout bête, c'est, on entend souvent aussi le mot, les smart homes ou les smart cities. Les smart homes, par exemple, dans le frigo. Le frigo, il a la capacité un jour de voir qu'est-ce qui te manque dans le frigo. Ou par exemple, si tu achètes toujours au micro une ligne, par exemple, tu achètes toujours, je sais pas, ton six-pack de bière préférée que tu mets au frigo. Et puis le jour que tu prends la dernière bière, le frigo, il dit il y a des sensors qui disent il y a le six-pack qui te manque. Je fais automatiquement la commande pour demain ou pour les jours à suivre, quoi. Donc en fait, le but c'est vraiment d'avoir une vie agréable, quoi. Donc une vie simplifiée. Ouais, comme ça tu as toujours la bière chez toi à la maison. Voilà. Non, mais c'est deux exemples, il y a milliers des milliards d'exemples encore. Des milliers et des milliards, il y en a. Parce que, par exemple, il y a une étude d'Intel qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui estime le nombre d'objets connectés en 2020 à 200 milliards. C'est incroyable. Ce qui fait à peu près 26 objets connectés par personne. Et finalement, je pense que les gens ne savent pas qu'ils ont déjà plein d'objets connectés avec eux, rien que leur smartphone. On se demande combien il y a de sensors dans le smartphone. Si on a déjà les activités que tu as, combien de pieds tu as fait, c'est incroyable. Tout ça, c'est déjà des solutions, des applications qui sont connectées et qui se connectent entre elles.
Donc voilà pour une grosse image des objets connectés. À savoir aussi, je pense un truc important, dans ce podcast, on parle en tant que passionné de technologie. On n'est pas des ingénieurs, donc peut-être il y aura des termes qui seront un petit peu faux, mais on apprend vite, tu vois. Mais on est très curieux du sujet. Et d'un point de vue business, culturel et sociologique, ça aura d'énormes impacts. Donc nous, en tant qu'intéressés du monde, finalement, on est obligé de s'intéresser au sujet. Donc tout au long du sujet, il y aura pas mal de points qui seront abordés et qui seront un petit peu peut-être faux au niveau de la terminologie, mais je pense que le sens était quand même là. Aussi, une petite chose qui serait intéressante à dire, 40% des objets connectés actuellement, c'est dans le monde industriel ou dans le monde du business, et aussi 30% qui sont dans le domaine de la santé, donc du healthcare, du digital health. Donc tout ça, c'est des sujets aussi qui touchent des données sensibles. Typiquement, dans la santé, votre pression sanguine, votre rythme de sommeil, tout ça, c'est des données qui sont très sensibles. Donc, il y a une partie de sécurité qui va être abordée tout au long du podcast. C'est ça. Mais dis-moi, mon cher Robin, on est connecté. Hein. Ouais, on est des IoT, quoi. Non, je pense qu'on va donner un peu un aperçu, un peu derrière, en fait, comment ça arrivait ou quelle technologie aujourd'hui quelle technologie a permis en fait que c'est possible aujourd'hui d'avoir les IoT. Donc, on a déjà le premier truc, c'est les disponibilités alors les sensors en fait qui coûtent vraiment rien. En fait, donc c'est vraiment tous les chips et puis tu vois tous déjà dans l'ordi on voit les prix que ça a descendu en fait pour avoir ces sensors et tout ce qu'il faut besoin pour avoir ça quoi. La deuxième chose c'est la connectivité, donc on a tous le Wi-Fi quoi, ou l'internet, la connexion. Il y a le troisième point qui vient avec, c'est le cloud computing, donc tout ce qui est les clouds OneDrive, Dropbox et tout Google ça. Drive. Donc ça c'est franchement un truc qu'on a besoin en fait pour connecter le IoT. Stocker les données aussi. Ouais. Et puis après ça vient intéressant, on rentre dans le machine learning et puis les analyses. C'est vraiment ça. Donc on voit les learning, alors machine learning et les analyses, ça a donné un boost ces dernières années. Donc on a aujourd'hui des computers qui gèrent beaucoup de données très rapide en fait, et puis qui peut produire des analyses en fait. Et qui apprennent des données en fait, c'est ça qui est important. C'est ça, ouais. Et puis le dernier point, c'est, comme on a parlé avant, c'est l'intelligence artificielle. Et puis aussi avec la reconnaissance vocale en fait. Donc on arrive à déjà aujourd'hui voir les Alexa de Amazon, il y a aussi Cortana, Siri, tout ça. Donc ils arrivent aujourd'hui même à prendre des données par le Natural Language Processing, donc vraiment tout ce qui est oral. Et puis, avec tous ces 5 points, on arrive à faire une jolie groupe, en fait, d'avoir la possibilité qu'il existe IoT ou justement la Internet of Things et la connexion. J'ai un joli exemple de sécurité qui a été un peu bafoué avec la voix, etc. Tu vois, ça aide pas mal, ça va être étonnant. Et parlons, avant de parler de menaces, de craintes, etc., parlons des opportunités parce que il n'y a pas à dire, c'est une technologie qui va nous impacter, qui va changer le monde à l'avenir et qui a surtout beaucoup de progrès à faire et des belles opportunités qui s'ouvrent à elle. Oui, alors c'est clair, les opportunités, c'est fou, quoi. On voit aussi déjà tous les startups ou des grandes entreprises, qu'est-ce qu'ils mettent des fonds là-dedans. Donc c'est un marché immense, quoi. Donc c'est un marché qui va toucher tout le monde, quoi. Et puis de mon avis, je trouve que déjà aujourd'hui, c'est comme ça qu'on arrive à presque plus vivre avec ça, mais ça vient encore plus présence en fait. Ouais. Donc, on a mis 2-3 opportunités, mais on va rester un peu sur ça. Un des exemples, par exemple, c'est typiquement la gestion de l'énergie. On est dans une crise au niveau énergétique. Ouais. Et l'IoT pourrait vraiment aider pour gérer son flux d'énergie utilisé au cours de la journée, comment utiliser, faire apprendre à la personne comment elle l'utilise. Donc tout ça, ça pourrait être suivi, géré à distance. Typiquement, on sait qu'on n'a pas besoin que le chauffage soit allumé toute la journée quand on est en hiver et on veut juste que la maison soit chaude quand on arrive. On pourrait éteindre le chauffage pendant qu'on est au travail
Et 15 minutes avant d'arriver à son domicile, on allume pour qu'il atteigne une telle température. C'est ça. Et puis je pense on ne peut pas dire seulement dans l'énergie, quoi. Ouais. C'est toutes les ressources aujourd'hui qu'on a sur la Terre, quoi. Donc je pense on va dans un avenir qu'on ait plus conscience en fait comment on veut utiliser les ressources. Et puis ça peut être dans plein de choses, ça peut être dans l'eau, l'énergie. Donc il y a la possibilité en fait d'être plus conscient de ça grâce à ces IoT ou de mettre l'accent à les ressources exactement là que le besoin au moment. Et puis pas, comme tu as dit, par exemple, la chauffe qui est allumée toute la journée. Quoi. Typiquement, aussi, rien qu'une utilité d'apprendre aux gens d'où viennent leur énergie. Tu vois, typiquement, en Valais, on a la chance d'avoir pas mal de façons de produire de l'énergie, les barrages, etc. Et juste savoir d'où elle vient à un moment T, cette énergie, ça pourrait être très intéressant pour l'utilisateur. Donc ça, c'est un exemple. Dans un bâtiment, maintenant, on peut dire que, imagine, il y a une ville autour de ce bâtiment. Donc rien que dans les villes, on pourrait aussi imaginer beaucoup de solutions grâce à l'IoT. Comme tu as dit, pour les voitures, pour la mobilité, il y a vraiment pas mal de solutions. Le flux, en fait, de le trafic. Je dirais le flux, ouais. Je pense tout ce qui est un peu smart cities, il y a plein d'opportunités en fait, comme on arrive à être plus efficace dans une ville ou justement avec les ressources, quoi. Un des domaines aussi qui est beaucoup touché, la santé, le healthcare. Je pense que si on parlait des données qu'on peut fournir à un médecin grâce à notre téléphone il y a 30 ans, le médecin il dirait oh merci mon Dieu, c'est magnifique, parce qu'on peut tellement fournir d'informations, de données qui sont utiles et je vais pas dire presque vitales pour un médecin, et le suivi des patients peut se faire à distance, ils sont pas obligés de se déplacer à l'hôpital, etc. Donc tous ces outils, ces objets pourront vraiment apporter un élan au niveau de l'aspect digital health, etc. Je pense un jour il y a tout le monde qui va avoir un petit chip ici dans la main. Si tu vas à l'hôpital, tu fais le scan et puis tu as tous les données là-dessus. Ça peut être non, mais c'est intéressant. Ouais. Si tu vas aujourd'hui à l'hôpital, il y a les docteurs ou tout qui travaillent là, ils viennent chez toi avec un feuille, un papier, quoi. Tu vois. Et puis, il y a que le moment qui vient avec le tablette, quoi. Ouais. Donc, c'est un peu ça la question. C'est gagner du temps. Mais je pense, c'est ça, quoi. C'est aussi de la travail de manière plus productive et efficace, quoi. Ouais. Si par exemple si moi je passe à l'hôpital au Thaïlande ou en Amérique du Sud ou je sais pas où, les données ils sont là, quoi. Égal où je suis ou quand je suis en l'hôpital, quoi. Ouais. Et puis en plus de ça, je dirais aussi d'un point de vue business pour les entreprises, il y a un vrai potentiel au niveau de la compréhension de son client, comprendre son client, son business et pouvoir lui proposer des solutions efficaces. Beaucoup de gens le voient de manière négative, on va dire, les pubs poussées vers les personnes. Moi, personnellement, je préfère avoir des publicités sur des passions que j'ai, typiquement le foot ou la boxe. À un moment donné, c'est des trucs que j'aime bien avoir et je me dis, peut-être ça peut m'intéresser, plutôt que d'avoir des publicités sur la lessive à la télé. Enfin, typiquement, pour moi, il y a vraiment une aide à proposer des solutions qui va être apportée par l'IoT. Évidemment qu'il faudra avoir une réflexion au niveau sécurité législative derrière, mais on est dans le sujet, et d'ailleurs c'est la suite. C'est la suite, quoi. Donc il y a toujours, c'est joli, des opportunités, tout ça. On a dit ça vient dans l'esprit si on a parlé de tout ce qui est niveau healthcare, des données. Mais il y a un petit truc derrière chez moi qui m'a dit attends, il y a encore quelque chose là. Il y a une bonne raison pourquoi peut-être encore aujourd'hui ils sont pas encore là avec le tablette. Même, on avait fait un super podcast sur le sujet de l'éthique des données. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, je me rappelle. Ouais. Donc l'utilisation des données dans un monde typiquement le médical ou bien le politique, ça a été des sujets qui sont très sensibles. Ouais. Dans l'IoT, il y a un point qui revient beaucoup aussi, c'est la sécurité, évidemment, et la sécurité au niveau aussi de la technologie. Donc le fait qu'on puisse hacker la technologie, comme j'ai dit avant, en fait, la connectivité, elle se fait sur un Wi-Fi, au niveau Bluetooth, ou bien même sur un WLAN. Mais j'ai vu un TEDx qui m'a tellement... En fait, il a été très bien présenté pour le coup, mais il m'a fait tellement rire comme il a présenté les problèmes qu'il avait trouvés. En fait, c'est un type, son travail, son job, il est magnifique. Il doit trouver le problème à une chose, tu vois.
c'est tellement facile de trouver un problème. Lui, c'est son travail. Il doit chercher le problème. Donc, c'est-à-dire, il va prendre une technologie. Typiquement, à un moment donné, il a pris une caméra un lock de sécurité avec le DNA. Enfin, pas le DNA, l'empreinte... Du main, là. Ouais. Du doigt. C'est moi qui parle français. Donc, l'empreinte digitale, voilà. Donc, avec un lock avec l'empreinte digitale, donc à la place de chercher ses clés devant la porte pendant 10 minutes, on peut donner l'empreinte digitale et ça unlock la porte, donc ça la déverrouille. Et il a montré qu'en fait, avec ce boîtier, il était possible de l'ouvrir par derrière et de se connecter avec une prise. Et par un système XY, je crois que c'est du backdoor ou je ne sais pas. Enfin, bref, j'ai pas les termes techniques. Il a réussi à débloquer dans un premier temps ce lock. Donc on se dit, niveau sécurité, c'est pas fou si ça protège ta maison. Mais ce que j'ai trouvé marrant, c'est qu'il a réussi encore à remonter plus loin en se connectant au Wi-Fi de la maison et en trouvant le mot de passe. Il a réussi à trouver tous les mêmes services de verrouillage avec cette empreinte digitale dans un quartier. Donc imagine-toi pour un cambrioleur, il peut ouvrir la porte et c'est exactement les maisons qui a ça. Bon, c'est un exemple. C'est clair. C'était un projet qui a été validé par les Shark Tank à l'époque aux États-Unis. Mais entre-temps, ça s'est beaucoup amélioré. C'était une technologie d'il y a 2 ans. Un exemple aussi qui a donné que j'ai trouvé aussi marrant, c'était les bouillards électriques. Donc je ne connaissais pas l'existence des bouillards électriques jusqu'à un jour en arrière. Et j'ai découvert en fait qu'il y a des gens qui, plutôt qu'aller appuyer sur le bouton et se lever du lit, etc., ils se connectent à leur bouillard électrique, ils préparent, et à telle heure, la bouillarde électrique est chaude. Donc ils arrivent, ils peuvent se faire leur café, leur thé directement. Et en fait, cette bouillarde électrique, elle a un nom, un ID que tu peux retrouver en fait par Bluetooth. Donc tu peux te connecter par Bluetooth. Et en se connectant à distance par Bluetooth, il est aussi possible de remonter sur le Wi-Fi de la personne, trouver son code, etc. Donc pouvoir l'utiliser. Et dès que tu es sur le Wi-Fi de la personne, tu peux finalement prendre tout ce qui est données email, te connecter aux caméras de sécurité, aux caméras de tes ordinateurs. Enfin, il y a plein d'options quand tu connais le Wi-Fi d'une personne qui sont assez graves. Et il arrive aussi à géolocaliser les bouilloires dans tout un quartier. Incroyable. Donc, typiquement, il pourrait se dire, OK, je sais où aller voler mes données pour un hacker. De nouveau, c'est des exemples qui sont réels. Il y a des hackers, je crois en 2016, ça a été l'année où il y a le plus eu des rançons demandés pour des hackings. C'est-à-dire pour débloquer une application, une plateforme, ils demandaient des rançons. Donc ça, c'est des exemples de sécurité qui sont assez forts. Peut-être j'en partage encore une par rapport à ce que tu as dit avec la voix, etc., qui m'a... Personnellement, quand j'ai entendu, ça m'a fait froid dans le dos, j'étais pas forcément à l'aise. C'était une poupée qui est maintenant interdite à la vente en Allemagne. Je sais plus le nom de la poupée. Mais en fait, elle avait la capacité de parler et d'entendre. C'est-à-dire elle avait un haut-parleur et un capteur pour le son. Et tout ça était connecté par Bluetooth. Et il avait une portée de 40 mètres. C'est-à-dire n'importe quelle personne pouvait se connecter à 40 mètres et se loguer à la poupée et parler à travers la poupée. Donc c'est-à-dire un enfant qui parle, il écouterait et pourrait parler à un étranger qui est dans la rue. Donc on voit que c'est des choses qui peuvent faire froid dans le dos et qu'il y a des risques à ça. Mais après, je vais bien mentionner qu'il y a des solutions qui sont en train de se faire. Par exemple, la blockchain, qui est une solution qui est abordée dans l'IoT. Donc la blockchain qui est tout ce service de bloc qui est vraiment sécuritaire parce qu'il est basé sur un contrat entre plusieurs personnes et contrôlé au sein d'un réseau. Ça peut être une solution. Il y a encore un point à faire attention, je dirais, au niveau de l'IoT, ça serait au niveau durabilité, on en a parlé avant. Au niveau de la décarbonation, les données, ça utilise beaucoup d'énergie. En fait, toutes les banques de données qui stockent vos données, je veux dire, à l'époque, pour un ordinateur, je me rappelle, je ne sais plus combien il avait de capacité de mégabytes. Maintenant, ça équivaut plus ou moins à 2 photos postées sur Instagram, pour te dire comme ça a évolué.
toutes ces données doivent être stockées quelque part. Vos données médicales, les données de ces poupées, les données de ces caméras doivent être stockées quelque part. Et donc, il y a des banques de données qui sont en train d'être créées. Certaines se créent sous l'eau parce qu'en fait, pour stocker ces données, il faut refroidir une salle. Ouais. Ça coûte beaucoup d'énergie. Donc, évidemment qu'il y a des solutions qui sont faites, mais je vais vous donner des données de Statista que je trouve tellement intéressantes, qui s'appelle le Big Bang du data. C'est le volume annuel de données numériques créées à l'échelle mondiale depuis 2010 en zeta-octets. C'est quoi des zeta-octets? Je t'avoue que c'est beaucoup. Tu vois, ouais, bon, ça c'est beaucoup. Donc, imaginez-vous, en 2010, on était à 2 zeta-octets. En 2015, on est monté à 12 zeta-octets. En 2020, on a fait x4 et on est monté à 47 zeta-octets. C'est prédit pour 2025 175 zeta-octets. Donc on fait encore un x3 et je suis gentil. En 2030, donc dans 10 ans, on prédit ça à 612 zeta-octets. Oh. Et en 2035, là c'est un pas d'ours. On prévoit ça à 2142 zeta-octets. Donc on a un vrai problème derrière ça, c'est le stockage des données et on va devoir réfléchir à ça à l'avenir et à comment durablement le prendre en compte dans notre économie et façon de vivre, quoi. Ouais, c'est fou, quoi. Si je vois ici l'image, quoi. Ouais, l'image est très parlante. Hein. C'est vraiment, on a la brindille d'herbe et puis à la fin on a une montagne qui fait un x3 encore et ça fait x3 mais ici c'est mentionné. Un zeta-octet équivaut à 1000 milliards de gigaoctets. Et dans notre téléphone, on a quoi, 164 gigaoctets? J'en sais rien. Ouais. Mais ouais, c'est des montants qui sont faramineux. Et 1000 milliards, tu sais. 1000 milliards de gigaoctets. Ouais, et 2142 d'ici 2035. Ouais, c'est intéressant à voir ça. Je me demande comment un jour, comme il y a aussi des ressources au niveau de ça qu'il faut voir, quoi. Ça fait un petit peu peur. Je sais pas si ça fait peur parce que c'est pas encore comme ça. C'est juste une prognose, quoi. Quand tu vois qu'on fait du x3, x3, x3... Dis-toi qu'actuellement, c'est déjà dur à stocker toutes les données qu'on a. Mais tu sais, je fais un peu moins de photos, ça va. Je fais un peu moins de photos. Ouais, cool. Nickel. Donc, on est à la fin du podcast. Donc, on fait ensemble un peu une conclusion. Donc, si on peut dire le premier truc, nous, on est d'avis qu'on parle aujourd'hui des Internet of Things, mais je pense qu'on peut aussi bientôt dire que c'est le Internet of Everything. Ah, c'est fort ça. Donc ça, c'est franchement, c'est fort ça, quoi. Parce que je pense que bien sûr, il y a encore des trucs à voir avec la sécurité, tout ça, mais je pense que c'est un truc qui va venir assez vite dans la vie quotidienne. Et puis, ça reste pas juste un truc, l'Internet of Things, ça vient de trucs everything, donc ça vient partout, quoi. Bon, avant cette étape, il faut vraiment être sûr que déjà la législature, elle suive la technologie, ce qui n'est pas le cas tout le temps, mais là, ça va être vraiment primordial, qu'elle soit capable d'avoir des lois qui soient en accord avec ce qui se fait, aussi que la technologie au niveau sécurité, au niveau, comme on a dit, stockage des données suive. Et comme j'ai dit, il y a des solutions qui se dessinent. Typiquement, la blockchain pour la sécurité, c'est vraiment une option qui est prise pour l'Internet of Things maintenant. Et comme tu as dit, ça devient un truc, une culture. Il y a une citation que j'aime beaucoup de The Medical Futurist, que je vous conseille de suivre sur Instagram si vous voulez avoir un peu des infos sur tout ce qui est de digital health, les nouvelles technologies, etc. dans le domaine. Il y a beaucoup qui se créent, quoi. J'ai toujours une personne dans chaque domaine que j'essaie de suivre, et lui, c'est un peu la personne que je suis au niveau digital health. Il a dit une chose, c'est « Digital health is a cultural transformation, not a set of new technologies ». Donc la santé digitale, donc tout ce monde digital qui se crée autour de la santé, ça va être une transformation culturelle, et pas juste des nouvelles technologies sur le marché. Ouais. Et ça, je trouve tellement impactant et tellement important de comprendre que oui, ces nouvelles technologies qui arrivent dans le marché, c'est pas seulement des nouvelles technologies. Ouais, c'est les derniers 10 ans que c'était comme ça, quoi. Voilà. Maintenant, la prochaine étape, c'est la culture. C'est franchement de tout connecter,
tout ce qui vient, everything, qu'on a dit. Et puis, c'est une culture, quoi. Ça devient vraiment une culture de la connectivité. Ouais, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément pour ça. On en a discuté juste avant le podcast, nous deux. Ça va être compliqué. Pas compliqué. Tout se fait maintenant de manière digitale et tout va se faire encore plus de manière digitale. Clairement. Je pense qu'il y aura des solutions qui vont se développer pour les gens qui ne veulent pas forcément transmettre leurs données. Typiquement, là, on a fait vite quelques recherches et j'avais déjà vu une conférence là-dessus. Il y a le navigateur de recherche qui est déjà un des systèmes qui produit le plus de données sur vous, typiquement Google, etc., qui s'appelle Quant. Donc, c'est QVANT. Je vous propose, si vous voulez tester, on a un collègue qui avait fait ça. Nous, on n'a jamais testé, mais on a un collègue qui avait testé Quant après une conférence, qui s'est dit mes données, pour moi, c'est important. Il avait testé, il a arrêté au bout de 3 jours. Parce qu'en fait, c'était trop de chemin à parcourir pour aller chercher l'information sur Quant, parce qu'il ne te connaît pas. Et vu qu'il ne veut pas te connaître, il ne va pas être plus facile pour toi. Donc, quand on recherche sur Google, on a un peu plus de facilité, on va dire, mais typiquement Quant, il y a un service de messagerie, il y a un service de recherche sur le net. Donc tout ça, ça peut être une solution si vous avez vraiment envie de sécuriser vos données que vous pouvez utiliser. On n'est pas sponsorisé. Et moi, de mon côté, je vais continuer à utiliser Google parce que c'est une solution de simplicité, c'est une manière de vivre que maintenant j'ai appris à vivre avec Google. Mais typiquement, il y aura un moment... séparation entre ceux qui ne voudront pas partager leurs données, mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, quoi? On va refaire un podcast, quoi. Nous, on surfe sur les trends. Super, donc merci Colm pour la conclusion. On est à la fin de cet épisode. Yes. On espère que vous avez bien apprécié. Donc, en tout cas, c'était un podcast plaisir. Cool à faire avec toi, Robin. Comme d'hab. Allez. Et puis, à bientôt. Ciao.